Chapitre 19. Les jardins au sud du fleuve Yangtze. L'art du jardin chinois date de plus de 2000 ans. Au cours de sa longue histoire, le style jardin impérial, jardin monastique et jardin privé en ont représenté les trois principales tendances. Le palais d'été à Beijing, l'unique jardin impérial qui subsiste, est aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Les jardins privés des régions méridionales, tels que nous les voyons à Suzhou ou Yangzhou et dans d'autres villes le long du fleuve Yangtze, datent généralement des Ming et des Qin. Ils séduisent par leur beauté particulière qui ne cesse de rappeler les tableaux de paysages anciens. Du chemin tortueux aux lieux cachés. L'esthétique chinoise n'apprécie pas l'expression trop directe. Le jardin du Sud, avec ses pavillons et ses terrasses dissimulées derrière la bruine et baignées de lune, se voile d'un charme mystérieux. Il nous mène par des allées étroites qui tournent à perte de vue. Dès l'entrée, on se trouve devant un bois qui cache le reste du chemin, laissant seulement deviner les demeures qui l'abritent. Une allée aux 1000 circonvolutions mène à un endroit invisible et semble nous conduire à une impasse. Et puis, tout d'un coup, elle débouche sur un lieu spacieux, avec une myriade de pavillons, de belvédères, de gloriettes, de rochers et de fontaines. L'entrée du jardin chinois traditionnel ne donne jamais sur un espace ouvert. Des obstacles, comme un mur ou un rocher géant, empêchent de voir l'intérieur. Un jardin célèbre de la ville de Yangzhou s'est vu installer une très grande pierre à l'intérieur de la porte. Franchissant celle du palais d'été, c'est un bâtiment important qui trône sur le passage, imposant respect et scrupule à celui qui y pénètre. Mais une fois l'obstacle contourné, la perspective s'élargit aussitôt et un paysage de rochers aux formes les plus saugrenues sur fond d'eau ondulante se déploie devant nos yeux. Le jardin du Sud offre un monde de 1000 détours et recoins. Tout, ici, est dissimulé et suggéré. Au célèbre jardin du mandarin déchu, Zhouzhenguan, à Suzhou, la trajectoire du corridor longeant le ruisseau est ponctuée de petits pavillons qui surplombent l'eau. Leur toit au bout relevé fait penser à un oiseau prêt à s'envoler. Détail décoratif qui introduit du dynamisme dans cet ensemble paisible. La végétation, ici, suggère aussi le secret. De grands saules pleureurs au tronc tordu, couverts de nœuds centenaires, laissent tomber leurs branches souples et gracieuses à la surface de l'eau. À côté des pattes de dragon, ces séphoras aux brindilles frisées, ainsi que des lierres grimpants et des pruniers dont les branches noueuses portent quelques fleurs clairsemées, rappellent tous l'idée de contournement, de labyrinthe. La fascination des rochers. Un jardin à la chinoise ne peut se passer de collines de rochers en miniature. Le visiteur occidental pourrait s'étonner de ne pas y trouver des sculptures, des statues, comme dans une villa à l'européenne. À titre de comparaison, disons que les collines de rochers artificiels du jardin chinois sont les statues du jardin européen. Quoique certains pensent que les rochers artificiels jouent un rôle encore plus important dans l'art du jardin chinois. Le pic Guanyun dans le jardin Liyu à Suzhou est fait d'une pierre gigantesque venue du grand lac Tei. Dressée au beau milieu d'un plan d'eau, elle voit se construire autour d'elle toute une conception minutieuse de l'architecte. Son profil, découpé et reflété dans l'eau, est l'image d'un assemblage artificiel qui est lui-même une copie de la réalité. L'incertitude entre le vrai et le faux reproduit ici un monde de sensations. Au pied de la roche, poussent de petites fleurs rouges, jaunes et blanches. Elles entourent le pic solitaire qui côtoie les nuages et domine un pavillon construit à mi-hauteur. Bien qu'artificiel, le paysage en miniature offre de multiples vues, du fond et de la surface de l'eau jusqu'au sommet du pic, en passant par le bas et le milieu de la roche. On y reconnaît
parfaitement le style du jardin méridional qui aime souligner le thème par des détails. L'ombre solitaire du pic dans l'étang désert, le nuage et le vent dans le ciel sont riches en messages sous-jacents dans un environnement paisible. Le rocher du lac Tay est une matière précieuse pour la construction des collines en miniature. La beauté de ces pierres provient de leur nature élancée, poreuse, transparente et rugueuse. Élancée comme la pierre du pic Gyeongyun, dont la forme fait penser à la silhouette d'un vieil homme maigre debout, la main caressant sa longue barbe. Il incarne l'esprit solitaire et indépendant qui refuse de se mêler des questions et des intérêts bassement matériels. Poreuse comme la surface de ces rochers qui représentent une multitude de petits trous, les rendant perméables et capables d'être traversés par le souffle dynamique circulant à l'intérieur. Transparente parce que les roches du lac Tay ont une composition aussi fine que le jade, dont elles rappellent d'ailleurs la douceur délicate et l'aspect translucide. Ce qui ne les empêche pas d'avoir une surface rugueuse et plissée, qualité indispensable d'une bonne pierre car elle porte la trace du travail de l'eau à sa surface. Les plis sur le sommet du pic Gyeongyun, par exemple, semblent raconter son long passé auprès du lac, soumis aux caprices du temps. Ainsi, les 4 qualités de ces roches, qui se doivent d'être élancées, poreuses, transparentes et rugueuses, ne constituent pas seulement des critères d'apparence, elles caractérisent aussi leur esprit intérieur. L'étude de l'espace. Les jardins des régions du Sud sont généralement de dimension réduite. Les points de vue y ont une grande importance pour permettre aux visiteurs de s'échapper d'un espace petit vers un espace plus grand, donnant sur un nouveau débouché et de réjouir en plus pleinement ses sens. Un des premiers procédés s'applique à la fenêtre. Les maisons ont souvent des fenêtres en forme d'éventail. Le paysage aperçu dans ce cadre, qu'il soit de bambou ou de montagne, constitue un tableau naturel. Le pavillon du plaisir de longévité, au palais d'été, a ses 4 façades munies de fenêtres et le long corridor blanc qui fait le tour du lac est ainsi pourvu de petites ouvertures vitrées donnant sur le lac et faisant défiler le paysage comme une série de tableaux peints. Dans le langage propre aux architectes, ces petites ouvertures sont appelées fenêtres passoires, du fait qu'elles laissent passer toutes les perspectives du jardin. Un paysage aperçu sous différents angles donne des vues différentes, et les images de ce même paysage s'en trouvent multipliées. Les bâtiments, pavillons, kiosques et terrasses sont en outre tous construits selon le concept de l'extension de la vue. Dans le palais d'été, le panneau frontal de l'un des pavillons porte cette inscription « Couleur de montagne et lumière du lac dans une seule demeure », décrivant ainsi la vue d'ensemble du parc que l'on peut avoir depuis le lieu. Le pavillon fait partie intégrante du jardin chinois. Son rôle est de permettre d'élargir le champ de vision. Depuis un pavillon, un seul regard lancé dans 4 directions peut atteindre les confins du monde et ramener à lui toutes ses merveilles. Le pavillon est vide, mais prêt à accueillir tous les paysages du monde, comme le décrit un poème des Yuan. L'infini paysage des eaux et des monts se tient dans un seul pavillon. Un kiosque du palais d'été se nomme « Excursion dans la peinture ». Non pas que le kiosque soit lui-même un tableau, mais c'est l'espace qui l'entoure qui ressemble au tableau d'un paysage. En entrant dans le kiosque, vous pénétrez dans cette œuvre d'art. Le jardin Kanlangting doit sa réputation particulière à ses nombreux pavillons. Le pavillon Kanlang, en haut de la colline, accueille le vent et les nuages. Assis à l'intérieur, on a une vue vraiment magnifique sur le paysage alentour. Les sentences parallèles inscrites sur les 2 colonnes disent ceci. Le vent léger et la lune claire n'ont pas de prix. La montagne lointaine et l'eau à proximité ont des émotions.
Que le paysage de la montagne lointaine, tout comme celui de l'eau à proximité, apporte de la réjouissance au cœur du visiteur. Tel est l'idéal recherché par les paysagistes chinois. Pour renforcer le bien-être du visiteur, ils ont eu recours à diverses méthodes pour disposer, organiser ou recréer l'espace. Parmi les moyens utilisés, il y a ce qu'on appelle l'emprunt, la division et la séparation de la vue. La pagode du mont Source de Jade donne l'impression de faire partie du palais d'été, mais elle n'est qu'une image empruntée à un paysage de l'extérieur, à l'ouest de la ville de Beijing. Au pavillon Guangyang du jardin Liu de Suzhou, la vue sur la montagne Huzhou, au loin, est aussi empruntée pour prolonger l'espace du jardin. Le kiosque Iliang du jardin du mandarin déchu, dans la même ville, est construit sur une colline artificielle qui offre une vue au-delà du mur d'enceinte sur le jardin voisin. Ce genre d'emprunt correspond parfaitement à une idée de base de l'art du jardin chinois. La même idée se traduit aussi dans la nomination des lieux. Brume de pluie, écoute de la pluie, brise au lever de la lune, brise et lotus aux quatre côtés, source en haut de la montagne. Tout ça, ce sont des noms qui nous signalent l'idée de base de la construction du jardin, celle de proposer au sein d'un jardin les phénomènes naturels comme source de plaisir pour les yeux. Le long corridor du palais d'été s'étend comme une ligne de démarcation entre deux paysages. D'un côté, la vaste surface du lac Kunming, séduit par sa beauté naturelle. De l'autre, des bâtiments et des pavillons qui témoignent de l'ingéniosité des constructeurs. Le promeneur peut admirer simultanément l'un et l'autre et se délecter de leur beauté. Cet arrangement relève de la méthode de la division du paysage. Le jardin de la joie d'harmonie est un secteur situé un peu à part du palais d'été. Composé de cours et de maisons qui forment un ensemble indépendant, il bénéficie d'un charme qui se distingue des autres lieux. Ce jardin dans le jardin constitue une scène séparée. Les paysagistes chinois étaient épris de ce procédé car pour eux, la division des secteurs, au lieu de réduire l'espace, ne faisait que l'agrandir en multipliant et en variant les paysages. Dans le même esprit, ils installaient parfois un grand miroir face à la fenêtre afin de reproduire le paysage vu à travers celui-ci pour en faire un tableau plus lumineux encore. Cette approche, appelée emprunt par le miroir, transforme l'image réelle en une image irréelle. L'effet visé ici est identique au but recherché lorsque l'on creuse un bassin autour d'un rocher. En résumé, les procédés de l'emprunt, de la division, de la séparation et du miroir sont utilisés dans un seul et même objectif. Rendre plus riche et plus intense la sensation d'espace. L'art du jardin contribue particulièrement à la compréhension du sens de l'esthétique propre à la Chine.